La porte du pensionnat claqua comme un verdict final. Le vent froid de la Normandie fouettant le visage d'Alexandre. 10 ans. Qui serra les poings pour ne pas crier. Ses parents. Ces ombres familières qu'il avait toujours aimées. Venaient de le laisser là. Sur le perron glacé. Avec pour seules explications des murmures honteux sur cette abomination et qu'ils avaient deviné dans ces jeux solitaires avec les garçons du quartier. Dans ce silence assourdissant, il comprit que l'amour pouvait se briser plus vite qu'un os. Et que son cœur, encore si tendre, porterait à jamais cette cicatrice invisible. Les jours suivants se fondirent en un brouillard de routine impitoyable. Le pensionnat Saint-Éloi, niché au creux des falaises battues par la mer, était un bastion de discipline rigide où les garçons de famille beau placés apprenaient à taire leur faiblesse. Alexandre, avec ses cheveux châtains en bataille et ses yeux verts hérités de sa mère normande, se sentit comme un intrus dès la première nuit. Les dortoirs résonnaient de rires étouffés et de ronflements. Mais lui, recroquevillé sous sa couverture rêche, revivait l'adieu, le baiser froid de son père sur son front. Les larmes ravalées de sa mère qui murmurait « C'est pour ton bien. Mon fils. Pour ton bien. » Ces mots le hantaient comme une malédiction, transformant chaque lever de soleil en une bataille pour ne pas sombrer. Les professeurs, des hommes austères aux moustaches impeccables, enseignaient la grammaire latine et l'histoire de France avec une ferveur qui masquait leurs propres tourments. Mais pour Alexandre, les leçons les plus dures venaient des autres garçons. Il y avait Louis, le grand gaillard de 12 ans originaire de Paris, aux épaules larges et au sourire moqueur, qui régnait sur la cour de récréation comme un petit roi. « Regardez le petit tapette » lançait-il un jour. Après avoir surpris Alexandre en train de dessiner un garçon aux cheveux blonds dans son cahier. Les rires fusèrent, acides et cruels. Et Alexandre courut se cacher dans les buissons, le cœur battant, se jurant de ne plus jamais montrer qui il était vraiment. Pourtant, dans cette prison de pierre et de silence, des lueurs d'humanité perçaient. Il y avait sœur Marie-Thérèse, la cuisinière du réfectoire, une femme d'une 50aine d'années aux mains calleuses et au regard doux, originaire de Bretagne. Elle remarqua vite le garçon qui picorait son pain sans appétit, les yeux baissés. Un soir, alors que les autres étaient au lit, elle glissa une pomme dans sa poche et murmura « La vie est un orage. Petit. Mais après la pluie vient toujours l'arc-en-ciel. » Tiens bon. Ces mots, simples et chauds, furent comme une bouée dans l'océan de sa solitude. Alexandre les rumina des nuits entières, imaginant un monde où l'arc-en-ciel n'était pas une menace, mais une promesse. Les mois s'étirèrent en saison. La mer en contrebas murmurant des secrets que personne n'écoutait. Alexandre apprit à survivre en se faisant invisible, excellant en classe pour éviter les moqueries, évitant les jeux physiques qui le trahiraient, et cultivant un jardin secret dans les pages de ses carnets. Il y dessinait des mondes où les garçons pouvaient s'aimer sans peur, où les familles ne fuyaient pas leurs enfants comme des pestiférés. Mais la nuit, quand le vent hurlait contre les vitres, les doutes l'assaillaient. Était-il vraiment maudit? Ses parents. Ces bourgeois parisiens qu'il avait élevés dans un appartement haussmannien rempli de livres et de musique. L'avait-il jamais aimé? Ou n'avait-il été qu'un fardeau? Un secret honteux à enterrer loin des regards? Un hiver particulièrement rude, quand la neige enveloppa le pensionnat d'un manteau blanc et impitoyable. Alexandre tomba malade. La fièvre le cloua au lit. Et dans son délire, il appela sa mère. Sœur Marie-Thérèse veilla à son chevet, lui racontant des histoires de marins bretons qui défiaient les tempêtes pour retrouver l'être aimé.
L'amour vrai ne s'abandonne pas. Mon garçon. Il affronte les vagues. À travers le voile de la maladie. Alexandre entrevit une vérité, son cœur n'était pas une faiblesse. Mais une force enfouie. Attendant le jour où il pourrait s'épanouir. La guérison fut lente. Mais elle marqua un tournant. De retour en classe. Alexandre se surprit à lever la main plus souvent. À débattre avec le professeur d'histoire sur la Révolution française. Où les hommes avaient osé rêver d'égalité. Louis, le tyran de la cour, sembla le regarder différemment. Comme si la fragilité du garçon avait fissuré son armure de bravade. Un après-midi. Lors d'une promenade le long des falaises. Louis s'approcha. Maladroit. Désolé pour. Tu sais. C'est con. Les gosses. Alexandre hocha la tête. Un sourire timide aux lèvres. Ce n'était pas du pardon complet. Mais un pas vers la paix. Un rappel que même les bourreaux pouvaient changer. Ainsi s'écoulèrent les années d'enfance au pensionnat. Un mélange de douleur et de résilience qui forgea l'âme d'Alexandre comme l'acier dans le feu. Il apprit que la solitude pouvait être une alliée. Que les mots sur le papier pouvaient guérir ce que les coups ne pouvaient briser. Et au fond de lui, une flamme vacillante grandissait, l'espoir d'un jour où il inviterait le monde entier à célébrer qui il était. Sans chaîne ni regret. Le printemps de ses 13 ans apporta avec lui un vent de changement. Chargé d'iode et de promesses incertaines. Alexandre avait grandi. Ses membres s'allongeant comme les branches d'un saule pleureur. Et ses yeux verts prenaient une profondeur nouvelle. Celle d'un garçon qui avait appris à lire les ombres du cœur humain. Le pensionnat. Autrefois une geôle. Devenait un cocon où il tissait ses premiers rêves d'ailleurs. Mais la lettre arriva comme un coup de tonnerre, une missive de sa mère. Rédigée d'une main tremblante. Annonçant que son père avait été emporté par une crise cardiaque soudaine. Reviens pour l'enterrement. Mon fils. Nous avons tant à nous dire. Le voyage en train de Normandie à Paris fut un tourbillon d'émotions contradictoires. Assis contre la vitre froide. Alexandre observait les champs défiler. Se demandant si ce retour était une rédemption ou une nouvelle épreuve. À la gare Saint-Lazare. Sa mère l'attendait. Vieillie avant l'âge. Ses cheveux grisonnants noués en un chignon sévère. Son visage marqué par des rides que le remords avait creusées. Elle l'embrassa maladroitement. Murmurant des excuses inaudibles au milieu du vacarme. Ton père. Il regrettait. Tu sais. Il t'aimait. À sa façon. L'enterrement se déroula sous un ciel plombé. Dans le cimetière Montparnasse où les tombes des poètes se pressaient comme des gardiens silencieux. La famille élargie, oncle, tante, cousins parisiens aux airs hautains jetaient des regards obliques à Alexandre. Le garçon du pensionnat. Celui qu'on avait exilé pour protéger la réputation. Sa mère, veuve éplorée, serra sa main pendant la cérémonie. Mais ses yeux évitaient les siens. Comme si affronter la vérité était trop lourd. Ce soir-là. Dans l'appartement autrefois chaleureux. Maintenant hanté par l'absence. Elle avoua enfin, nous avions peur. Alexandre. Peur pour toi. Pour nous. La société. Elle ne pardonne pas les différences. Il hocha la tête. Le cœur serré. Mais une graine de compréhension germa en lui. La peur n'excusait pas. Mais elle expliquait. De retour au pensionnat. Alexandre se replongea dans ses études avec une ferveur nouvelle. Il dévorait les livres de la bibliothèque, Balzac et ses passions interdites.
Proust et ses souvenirs engloutis dans le temps. Ces pages étaient des miroirs où il se reconnaissait. Un garçon français dont l'âme vibrait au rythme des amours cachés de l'histoire. Louis, son ancien tourmenteur, était devenu un allié improbable. Ensemble, ils exploraient les falaises, partageant des confidences sous le cri des mouettes. T'es pas comme les autres? Alex dit un jour Louis, rougissant. C'est pas une insulte. C'est spécial. Ces mots, maladroits, firent naître en Alexandre un trouble nouveau, était-ce de l'amitié? Ou le frémissement d'autre chose? L'été apporta les premières vacances autorisées. Et Alexandre fut envoyé chez une tante éloignée à Lyon. Ville de lumière et de secrets. Là, au milieu des traboules sombres et des bouchons lyonnais parfumés de saucissons, il rencontra Julien. 15 ans. Originaire de la Drôme provençale, Julien était un garçon aux cheveux noirs bouclés et au rire contagieux. Fils d'un vigneron qui l'avait inscrit dans un camp d'été pour endurcir son tempérament rêveur. Ils se lièrent lors d'une randonnée dans les collines du Beaujolais, où les vignes s'étiraient comme des promesses de vin nouveau. Julien, avec sa peau hâlée et ses yeux noisettes pétillants, parla ouvertement de ses doutes. Ma mère dit que je suis trop sensible pour un garçon. Mais je m'en fous. Et toi? Qu'est-ce qui te ronge? Alex? Sous les étoiles provençales. Alexandre se confia pour la première fois. Les mots jaillirent comme un torrent, l'abandon, la solitude du pensionnat, le deuil récent. Julien écouta, sans jugement, et posa une main sur son épaule, un geste simple qui fit battre le cœur d'Alexandre comme jamais. Ils passèrent les nuits à chuchoter des rêves, voyager à Paris, voir la tour Eiffel illuminée, embrasser sans peur. Mais l'été s'acheva trop vite. Et la séparation à la gare de Lyon fut un arrachement. Écris-moi, murmura Julien, glissant un billet dans la poche d'Alexandre. Sur le papier, ton cœur est un phare. Ne l'éteins pas. De retour au pensionnat. Les lettres devinrent un rituel sacré. Cachées sous le matelas. Elles étaient des ponts entre deux mondes, le gris de la Normandie et le chaud de la Provence. Alexandre les lisait en cachette, imaginant le parfum de lavande qui collait aux pages. Julien parlait de ses vendanges, de ses frères moqueurs, mais surtout de ce vide qu'il ressentait sans lui. Tu me manques, Alex. Comme si une partie de moi était restée là-bas. Ces lignes enflammaient Alexandre, le faisant rougir dans la solitude de sa couchette. Était-ce de l'amour? Il n'avait pas de mots pour cela. Mais son corps le savait, vibrant d'une énergie nouvelle. Pourtant, la réalité du pensionnat rattrapait vite les rêves. Les rumeurs circulaient, on avait surpris Alexandre souriant à un mot doux dans son casier. Le directeur, un homme rigide aux lunettes pincées, le convoqua. Contrôle-toi, jeune homme. Ici, nous formons des citoyens, pas des déviants. Alexandre baissa les yeux. Mais intérieurement, une rage sourde grandissait. Il n'était pas un déviant, il était vivant. Pour la première fois. L'année scolaire s'acheva sur une note amère, Julien cessa d'écrire. Les semaines passèrent. Puis les mois. Sans un mot. Alexandre, dévoré par l'angoisse, imaginait le pire, rejet familial. Accident. Oubli. Dans ces nuits blanches, il composait des lettres qu'il n'envoyait pas, pleines de reproches et d'amour mêlés.
Pourquoi m'as-tu abandonné? Toi aussi? Sœur Marie-Thérèse. Sentant son tourment, lui offrit un conseil breton, les silences sont des tempêtes. Mais ils passent. Attends le soleil. Et le soleil revint. Sous la forme d'une lettre froissée. Postée de Marseille. Pardon? Alex. Ma famille a découvert nos lettres. Ils m'ont envoyé chez un prêtre pour y guérir. Mais je ne suis pas malade. Je t'aime. Et ça. Personne ne peut le changer. Alexandre pleura ce soir-là. Non de tristesse. Mais de joie pure. Leur lien. Fragile comme une toile d'araignée. Tenait bon contre les vents contraires. À 16 ans. Alexandre quitta le pensionnat avec un diplôme en poche et un cœur blindé par les épreuves. Paris l'accueillit comme une amante capricieuse, ses boulevards haussmanniens bruissaient de vie. Mais sous la surface bouillonnaient les préjugés d'une société encore arc-boutée sur ses traditions. Il s'installa dans une mansarde du Marais. Quartier aux ruelles pavées où les artistes et les rebelles se frôlaient dans l'ombre des cafés. Sa mère, désormais seule dans leur ancien appartement, lui envoya un chèque modeste avec une note laconique, pour tes études. Sois fort. Pas d'excuses. Pas d'amour déclaré. Mais un fil ténu qui les reliait encore. Les beaux-arts devinrent son refuge. Alexandre, avec son talent pour le dessin, y trouva une voie. Ses croquis, chargés d'émotions brutes, dépeignaient des corps enlacés dans des poses défendues. Des regards qui défiaient le monde. Son professeur, un vieux sculpteur lyonnais nommé Henri, le remarqua vite. Tu peins la douleur comme personne. Gamin. Mais n'oublie pas, l'art guérit autant qu'il blesse. Henri, avec sa barbe blanche et ses yeux perçants, devint un mentor improbable. Partageant des histoires de son propre passé, un amour perdu pendant la guerre. Un mariage de façade pour survivre. Julien réapparut dans sa vie comme un fantôme bienvenu. Après des mois de silence forcé, il débarqua à Paris. Sac au dos. Fuyant la Provence étouffante de son père vigneron. 17 ans. Plus grand. Plus assuré. Avec une cicatrice discrète sur la lèvre d'une bagarre familiale. Ils se retrouvèrent dans un bistrot du Marais. Sous le regard indifférent des serveurs. Je suis là. Alex. Pour de bon. Les mots, simples, firent voler en éclats les murs qu'Alexandre avait érigés. Cette nuit-là, dans la mansarde exiguë, ils s'embrassèrent pour la première fois à un baiser hésitant. Puis passionné. Qui scella un pacte muet contre le monde. Leur amour grandit dans l'ombre. Nourri de promenades nocturnes le long de la Seine. Où les lumières dansantes sur l'eau semblaient bénir leur union secrète. Julien, avec son accent chantant du Sud, travaillait comme apprenti mécanicien dans un garage de Belleville. Ses mains tachées de graisse contrastant avec la délicatesse d'Alexandre. Il rêvait à voix haute, ouvrir une galerie d'art où les amours comme le leur pourraient s'exposer sans honte. Voyager en Italie pour voir les fresques de Michel-Ange qui célébraient la beauté masculine. Mais la réalité les rattrapait. Les regards en coin dans le métro. Les murmures des voisins. Et surtout, la peur viscérale d'être découvert. Un soir d'automne. Lors d'une fête clandestine dans un loft du Marais, un de ces rassemblements où les parias de la société se libéraient. Alexandre et Julien dansèrent pour la première fois enlacés. La musique jazzy emplissait l'air. Et sous les stroboscopes, leur corps se mouvait en harmonie parfaite. Mais la joie fut de courte durée, un voisin homophobe,
Un ancien condisciple d'Alexandre du pensionnat les reconnut et alerta la police. L'irrusion fut brutale, menottes, insultes. Une nuit au commissariat où les officiers ricanaient. Rentrez chez vous. Les PD. Et la prochaine fois. On ferme les yeux moins facilement. Libérés le matin venu. Alexandre et Julien rentrèrent chez eux. Le cœur en lambeaux. On ne peut pas continuer comme ça, murmura Julien. Les yeux rougis. Fuir? Vers où? Alexandre secoua la tête. Une détermination farouche dans le regard. Non. On affronte. C'est notre histoire. Et personne ne nous la volera. Ce fut le début d'un engagement plus profond, ils rejoignirent un groupe militant naissant. Les Amis de la Vérité. Où des intellectuels et des artistes parisiens débattaient de droit pour les déviants. Alexandre y trouva une tribune. Peignant des affiches qui criaient « L'amour n'a pas de genre ». Pourtant, les ombres du passé ressurgissaient. Sa mère, apprenant l'arrestation par un oncle bavard, l'appela pour la première fois depuis des années. « Qu'est-ce que tu fabriques ? Alexandre ? Tu vas nous déshonorer pour de bon. » Sa voix, chevrotante au téléphone, trahissait plus de peur que de colère. Il raccrocha, tremblant. Mais Julien le serra contre lui. Elle finira par comprendre. Ou pas. Mais nous, on s'aime. Ces mots devinrent leur mantra. Un bouclier contre les tempêtes. L'hiver les trouva unis, forgeant des plans pour l'avenir. Alexandre exposa ses premières œuvres dans une petite galerie de Montmartre. Des toiles où des figures androgynes dansaient sous des cieux normands. Symbole de liberté reconquise. Julien, de son côté, économisait pour un appartement plus grand. Rêvant d'un foyer où il pourrait s'aimer à la lumière du jour. Mais le destin, capricieux, réservait une épreuve de plus, Julien fut rappelé au service militaire. Une obligation pour les jeunes hommes de leur génération. Je reviens vite, promit-il au départ. Son uniforme kaki le rendant étrangement distant. Les mois sans Julien furent un vide abyssal. Alexandre erra dans Paris comme un fantôme, hanté par les souvenirs de leur mansarde. Il se plongea dans son art, créant une série de tableaux sombres, des amants séparés par des grilles de fer, des cœurs transpercés par des épines de rose. Sa mère, dans un geste inattendu, vint à l'exposition. Debout devant une toile représentant un garçon abandonné sous la pluie, un écho clair à son enfance. Elle murmura, « C'est toi. N'est-ce pas ? » Pour la première fois. Elle le serra dans ses bras. Un sanglot étouffé dans la voix. « Pardonne-moi. Mon fils. J'ai eu si peur. » Ce pardon fragile fut un baume. Mais incomplet. Alexandre savait que la route était longue. Et quand Julien revint, amaigri par les marches forcées et les nuits solitaires en caserne, leur réunion fut une explosion de tendresse. « J'ai tenu grâce à toi, avoua Julien. Les larmes aux yeux. Ensemble, ils jurèrent de ne plus se laisser briser. À 20 ans, Alexandre émergea de l'adolescence comme un phénix des cendres parisiennes. Sa série d'œuvres sur l'abandon avait attiré l'attention d'un galeriste renommé. Monsieur Duval, un homme élégant originaire de Bordeaux, aux costumes impeccables et au palais fin pour l'art subversif. Vous capturez l'âme blessée de notre époque. Jeune homme, déclara-t-il lors d'une vernissage bondée au cœur du Marais. Les critiques, d'abord sceptiques, saluèrent bientôt le nouveau Rimbaud de la toile.
Et les commandes affluèrent. Alexandre, avec Julien à ses côtés, quitta la mansarde pour un atelier lumineux à Montparnasse, où les toiles s'empilaient comme des confessions inachevées. Leur vie devint un ballet délicat entre passion et ambition. Julien, libéré du service, monta son propre garage dans le quartier latin, réparant des motos pour des étudiants bohèmes et des artistes en herbe. Ses mains, autrefois tachées de graisse anonyme, prirent une assurance nouvelle. Il parlait maintenant de syndicats, de droits pour les ouvriers homosexuels, inspirant Alexandre à infuser plus de militantisme dans son art. Les soirées s'étiraient dans des dîners improvisés, vin rouge de Provence, fromages affinés, et des rires qui chassaient les fantômes du passé. On a gagné. Alex, murmurait Julien, sa tête sur l'épaule de son amant. On est libre. Mais la liberté avait un prix. Les journaux, friands de scandales, commencèrent à murmurer sur l'artiste gay qui défie les mœurs. Des lettres anonymes arrivèrent à l'atelier, menaces voilées, insultes crachées sur du papier jauni. Un soir, en rentrant d'une exposition à Lyon-Ville qui lui rappelait leur premier été, Alexandre trouva la vitrine brisée, ses toiles lacérées comme des chairs vives. Julien, furieux, appela la police. Mais les agents haussèrent les épaules, vandalisme ordinaire. Monsieur, prenez soin de vos fréquentations. Ce fut le déclic. Alexandre, soutenu par Julien et Henri son mentor, lança une pétition publique pour un amour sans chaîne, signée par des intellectuels comme Sartre et Beauvoir, qui voyaient en lui un symbole de la lutte naissante. Les manifestations dans les rues de Paris devinrent leur terrain de bataille, banderoles arc-en-ciel flottant sous la pluie, chants qui défiaient les passants indifférents. Alexandre parlait dans les micros, sa voix tremblante au début, puis ferme. J'ai été abandonné à 10 ans pour ce que je suis. Aujourd'hui, je me tiens debout pour que plus aucun enfant ne le soit. Sa mère, témoin de cette fureur créative, évoluait elle aussi. Veuve solitaire, elle avait rejoint un cercle de lecture féministe à Neuilly, où des femmes comme elle questionnaient les rôles imposés. Un après-midi, elle invita Alexandre et Julien à thé dans l'ancien appartement. La tension était palpable, tasses de porcelaine cliquetant nerveusement. Silence lourd de non-dit. Je ne comprends pas tout, avoua-t-elle enfin, les yeux baissés sur ses mains noueuses. Mais je vois que vous êtes heureux. Et ça me suffit. Julien, magnanime, posa une main sur la table. Merci, madame. C'est un début. Pour Alexandre, ce fut une victoire douce amère. Le pardon n'effaçait pas les cicatrices, mais il les adoucissait. L'année tourna sur des succès fulgurants. Alexandre exposa à l'étranger au Bruxelles, puis Berlin, où les publics plus ouverts acclamaient ses visions d'amour queer. Julien l'accompagnait, fier comme un lion. Et leurs nuits d'hôtel étaient des célébrations privées, corps entrelacés sous des draps étrangers. Murmure de projets fous. Et si on se mariait, lança un soir Julien, à la terrasse d'un café berlinois, sous un ciel étoilé. Alexandre rit, le cœur gonflé. En France, c'est un rêve pour plus tard. Mais l'idée germa, tenace, comme une fleur dans le béton. De retour à Paris, une ombre plana, la santé de Julien se dégrada. Un accident au garage ou une moto défaillante qui l'écrasa contre un mur le laissa avec une jambe boiteuse et une douleur chronique. Les factures s'accumulèrent,
Et le militantisme passa au second plan. Alexandre veilla à son chevet, peignant des portraits de Julien endormi, capturant sa vulnérabilité avec une tendresse infinie. « Tu es mon roc » lui dit-il un matin, alors que la lumière filtrant par la fenêtre dorait ses boucles noires. Julien sourit faiblement. « Et toi ? Mon feu ? On s'en sortira. » La convalescence fut un temps de reconstruction. Julien, immobilisé, se tourna vers l'écriture, des poèmes crus sur l'amour interdit, inspirés par leur histoire. Alexandre les illustra. Et ensemble, ils publièrent un recueil modeste, Écho d'abandon. Le livre, diffusé dans les cercles underground, toucha des âmes similaires, lettres de jeunes garçons en pensionnat, de mères repenties. Une en particulier émut Alexandre, une adolescente lesbienne de Toulouse, qui écrivait « Votre histoire m'a sauvé. Merci d'exister. » Pourtant, les tensions familiales ressurgirent. L'oncle d'Alexandre, un notable conservateur de province, apprenant les rumeurs sur le mariage fantasmé, coupa les ponts avec la mère. Elle pleura au téléphone, il dit que tu nous déshonores. Mais je m'en moque. Viens pour Noël. Avec Julien. Montre-leur. Ce fut leur premier Noël en famille recomposé, dinde rôtie, bûche parfumée à la vanille, et des conversations hésitantes sur l'avenir. Julien charma la tablée avec ses anecdotes provençales. Et pour la première fois, Alexandre vit sa mère rire sincèrement. Au printemps suivant, alors que Paris fleurissait en explosion de lilas, Alexandre reçut une commande prestigieuse, une fresque pour un centre culturel à Marseille, célébrant la diversité sexuelle. Julien, rétabli, l'accompagna sur la côte d'Azur, où la mer Méditerranée murmurait des encouragements. Là, sur une plage déserte au crépuscule, Julien mit un genou à terre maladroit avec sa jambe raide et offrit une bague simple, en argent martelé. Épouse-moi, Alex. Pas pour le monde, mais pour nous. Les larmes coulèrent, salées comme l'océan. Oui. 1000 fois oui. Leur engagement privé devint le catalyseur d'une vie publique. Alexandre décida alors de l'impensable, inviter ses parents ou ce qu'il en restait à une cérémonie symbolique. Pour clore le cercle, expliqua-t-il à Julien. Pas pour pardonner tout, mais pour avancer. La lettre à sa mère fut un chef-d'œuvre d'émotions contenues, souvenirs d'enfance, gratitude pour les progrès, et une invitation humble. Venez voir l'homme que j'ai devenu. Et l'amour qui m'a sauvé. Les préparatifs du mariage transformèrent l'atelier de Montparnasse en un tourbillon de créativité et d'appréhension. Alexandre, à 25 ans, avait mûri en un homme dont les traits fins portaient les marques subtiles des batailles intérieures, une cicatrice discrète sur la tempe d'une manifestation, un sourire plus sage dans ses yeux verts. Julien, avec sa barbe naissante et son boitement assumé, apportait une encre de réalité à leurs rêves. Ils choisirent une petite chapelle laïque dans le Marais, un lieu historique où des unions secrètes avaient fleuri au XIXe siècle, entouré d'amis militants et d'artistes excentriques. Pas de fleurs ostentatoires, mais des toiles d'Alexandre drapées comme des voiles, et des poèmes de Julien récités par sœur Marie-Thérèse, venue de Normandie malgré ses rhumatismes. La réponse de sa mère arriva par courrier express. Une enveloppe tremblante, je viendrai. Seul. Ton père aurait voulu ça. Je crois. Alexandre relut les mots jusqu'à les user. Un mélange de joie et de deuil la nouant la gorge. Julien,
pragmatique. Tempéra, c'est courageux d'elle. Et nous? On est prêts. Il le était. Forgé par les ans. Les nuits précédant la cérémonie. Ils faisaient l'amour avec une urgence nouvelle. Comme pour ancrer leur union contre les doutes persistants. Tu es ma maison, murmurait Alexandre, traçant des doigts les cicatrices de Julien. Et toi? Mon horizon, répondait-il. Leur souffle se mêlant en une symphonie intime. Le jour J, Paris se para d'un soleil timide, filtrant à travers les vitraux colorés de la chapelle. Les invités arrivèrent en cascade, Henri le Mentor. Avec sa canne sculptée, Louis. L'ancien bourreau du pensionnat. Désormais avocat des droits humains, des camarades de lutte aux bannières arc-en-ciel discrètes. Sœur Marie-Thérèse. En habit breton brodé. Bénis l'alliance avec une prière païenne, que les vents de la mer emportent vos peines. Et que l'amour soit votre phare éternel. Alexandre. En costume taillé sur mesure. Sentit son cœur marteler quand Julien apparut. Boitant légèrement mais rayonnant. Un bouquet de lavande provençale à la main. Les vœux furent un poème vivant. Alexandre parla d'abord. La voix brisée par l'émotion, Julien. Tu m'as trouvé dans les décombres d'un abandon. Et tu m'as reconstruit. Brique par brique. Aujourd'hui. Je t'offre non seulement mon cœur, mais ma vérité entière. Julien. Les yeux humides. Répondit, Alex. Ton feu a allumé le mien. Ensemble. Nous défions les tempêtes. Je t'aime. Pour toutes les vies à venir. Les anneaux glissèrent au doigt. Simple cercle d'argent gravé d'une vague normande et d'une grappe de raisin. Et le baiser qui suivit fut un serment scellé sous les applaudissements. Puis vint le moment suspendu, l'arrivée de sa mère. Elle se tenait à l'entrée. Frêle silhouette en tailleur gris. Un chapeau incliné masquant à peine ses larmes. Alexandre s'approcha. Julien à ses côtés. Et l'embrassa sur les 2 joues. Maman. Merci d'être venue. Elle hocha la tête. Incapable de parler au début. Puis murmura, tu es magnifique. Mon fils. Lui aussi. Pendant la réception. Dans un jardin adjacent orné de guirlandes lumineuses. Elle s'assit avec eux. Sirotant un verre de chardonnay. Les mots coulèrent enfin, regret profond pour l'abandon. Confession sur les nuits blanches à guetter des nouvelles du pensionnat. Et une révélation, ton père. Il luttait lui-même. Des rumeurs. Dans sa jeunesse. Il t'a projeté ses peurs. Julien. Avec sa chaleur sudiste. Posa une main sur la sienne. Ça ne change pas le passé. Mais ça ouvre l'avenir. Rester pour le dîner? Elle accepta. Et la soirée s'étira en rires forcés puis sincères, toast à l'amour victorieux. Danse maladroite sous les étoiles. Alexandre la vit danser avec Henri. Un sourire timide aux lèvres. Et comprit que la guérison était un chemin. Pas une destination. Mais la kermesse ne fut pas sans heurts. Un oncle distant, alerté par des ragots, débarqua inopinément. Ivre de vin et de préjugés. C'est une abomination. Comment oses-tu inviter ta mère à cette parodie? Les invités se turent. L'air chargé de tension. Alexandre se leva. Calme mais ferme, oncle. Tu parles d'abomination? L'abomination. C'était de m'abandonner à 10 ans pour ce que je suis. Aujourd'hui. Je célèbre la vie. Pars. Si tu ne peux pas respecter ça. L'homme.
rouge de honte, quitta les lieux en maugréant. Mais le silence qui suivit fut rompu par les applaudissements de Louis à Alexandre. Le plus courageux d'entre nous. La nuit s'acheva sur une note d'euphorie douce. Alexandre et Julien s'éclipsèrent vers la Seine. Main dans la main. Les lumières de la ville dansant sur l'eau comme des feux follets. C'était parfait, soupira Julien, s'appuyant sur son épaule. Pas parfait? Mais vrai, corrigea Alexandre. Et c'est ça qui compte. Ils parlèrent jusqu'à l'aube, de projets d'adoption peut-être. Un jour, d'une maison en Provence pour les étés. D'un monde où les enfants comme lui ne seraient plus exilés. Le lendemain, sa mère les invita à déjeuner dans l'ancien appartement. Là, entouré de photos jaunies dont une d'Alexandre enfant, riant sur les genoux de son père. Elle offrit un cadeau inattendu, les lettres qu'elle avait écrites au pensionnat. Sans jamais les envoyer. Pleines d'amour refoulé. Lis-les quand tu voudras. Et sache que je suis fier. Les larmes coulèrent librement. Un torrent libérateur. Je t'aime. Maman, dit Alexandre, l'étreignant. Et moi aussi. Mon fils. Plus que tout. Ainsi, des cendres de l'abandon naquit une famille recomposée. Tissée de pardon et de résilience. Alexandre et Julien. Unis par un amour forgé au feu des épreuves. Devinrent des phares pour d'autres, expositions itinérantes. Conférences sur l'acceptation. Un livre commun sur leur parcours. Et dans les rues de France, où les vents du changement soufflaient enfin, leur histoire murmura que l'amour, vrai et indomptable, triomphait toujours. Les mois suivant le mariage s'écoulèrent comme un vin fin, révélant des arômes complexes de joie et de défis persistants. Alexandre, désormais une figure montante de l'art contemporain, reçut une invitation prestigieuse, représenter la France à la Biennale de Venise. Julien, fier mais pragmatique, l'accompagna, transformant le voyage en lune de miel prolongée. Les gondoles glissaient sur les canaux sous un ciel azuréen. Et pour la première fois, ils s'embrassèrent en public sans craindre les regards. Regarde-nous, rit Julien. Sa main dans celle d'Alexandre. Des amoureux normaux. Enfin. À Venise. L'exposition fut un triomphe. L'étoile d'Alexandre. Une série intitulée Abandon et Renaissance. Dépeignait des figures queer émergeant de ruines gothiques. Symbole d'une France en mutation. Les critiques italiens, passionnés, parlèrent de révolution intime. Julien, en coulisses, gérait les logistiques avec son efficacité coutumière. Mais une ombre planait, sa jambe le faisait souffrir par temps humide. Et des médecins milanais diagnostiquèrent une arthrite précoce. C'est rien, balaya Théil. Juste un rappel de nos batailles. De retour à Paris. La nouvelle de leur union s'était propagée comme une traînée de poudre. Des journaux conservateurs tonnèrent contre la décadence morale. Mais les soutiens affluèrent, pétitions de soutien. Invitation à des talk-shows progressistes. Sa mère, galvanisée, écrivit une lettre ouverte dans un magazine féminin, « J'ai abandonné mon fils par peur. Aujourd'hui, je le célèbre. » Ces mots, publiés sous son nom, firent pleurer Alexandre lors d'une lecture publique. « Tu es mon héroïne, lui dit-il au téléphone. La voix émue. Non. C'est toi qui m'as sauvé. Pourtant, la célébrité apporta ses propres tempêtes. Un producteur ambitieux proposa d'adapter leur histoire en film, un drame poignant sur le pardon familial.
Alexandre hésita, Julien. Plus réservé. Craignait l'exposition. Et si ça rouvre les plaies? Ils en débattirent des nuits entières, concluant finalement par un oui prudent. Les auditions attirèrent des acteurs talentueux. Et le tournage, prévu à Deauville pour évoquer le pensionnat, devint une catharsis collective. Alexandre conseillait sur les décors, Julien sur les dialogues ouvriers. Et sa mère, en caméo discret, joua une veuve repentie. Au milieu de ce tourbillon, une joie inattendue surgit, Julien découvrit sa passion pour la photographie. Armé d'un vieil appareil hérité d'un oncle, il captura Paris sous un angle nouveau, les amants anonymes dans les parcs, les manifestations arc-en-ciel, les portraits intimes d'Alexandre endormi. C'est mon art à moi, confia-t-il lors d'une exposition improvisée dans leur atelier. Les photos, en noir et blanc granuleux, touchèrent le cœur, vulnérabilité brute. Amour inaltéré. Un galeriste les racheta pour une somme rondelette. Et Julien, rayonnant, acheta une maisonnette en Provence comme cadeau surprise. L'été provençal fut un interlude béni. La maison, perchée sur une colline près d'Avignon, surplombait des champs de lavande ondulants. Ils y invitèrent sœur Marie-Thérèse et Louis, formant un quatuor improbable de rescapés. Les soirées s'emplissaient de contes, la religieuse parlait de marins bretons homosexuels oubliés de l'histoire. Louis de procès gagnés pour des couples comme eux. Sa mère les rejoignit pour une semaine, apprenant à faire du pastis et à danser la farandole. Je n'aurais jamais imaginé ça, avoua-t-elle un soir, sous un ciel étoilé. Une famille. Comme ça. Alexandre l'étreignit, c'est la nôtre. Et elle grandit. Mais le destin, jamais loin des joies, frappa à nouveau. Lors d'une manifestation pour les droits au mariage ou encore un rêve lointain en France, Julien fut agressé par un groupe de skinheads. Les coups pleuvaient. Sa jambe le trahit. Et Alexandre, hurlant, se jeta dans la mêlée jusqu'à l'arrivée des forces de l'ordre. À l'hôpital, bandé et contusionné, Julien serra la main de son mari, c'est le prix de la liberté. Alex. Mais regarde-nous, on tient. La presse s'empara de l'affaire, transformant leur couple en symbole national. Des milliers signèrent pour des réformes. Et le président en personne envoya une lettre de soutien à un pas timide vers le changement. La récupération de Julien fut lente, ponctuée de séances de kiné et de nuits où Alexandre veillait, peignant des portraits thérapeutiques. « Tu es plus fort que tu ne le crois, lui murmurait-il. Et Julien, avec son humour provençal, répondait, avec toi, je suis invincible. Cette épreuve les unit davantage, les poussant à fonder une association, Pont d'Arc-en-Ciel, aidant les jeunes LGBT exilés par leur famille. Les premiers ateliers, dans une salle louée à Belleville, virent des adolescents timides partager leurs histoires aux échos douloureux de celles d'Alexandre. À l'automne, le film sortit, Ombre de pluie, acclamé à Cannes pour sa sensibilité. Lors de la première, sa mère pleura du début à la fin. Et Julien, à ses côtés, lui prit la main. C'est notre victoire commune, dit-il. Les critiques saluèrent un plaidoyer humaniste sur le pardon. Et les recettes financèrent leur association. Alexandre, interviewé par la radio, conclut, l'abandon m'a brisé. Mais l'amour m'a reconstruit. Et aujourd'hui, j'invite le monde à la table de la compassion. L'hiver de leurs 28 ans apporta une maturité profonde, comme un vin qui s'affine en cave.
L'association au pont d'Arc-en-Ciel grandissait. Ses antennes s'étendant de Paris à Marseille. Offrant hébergement et thérapie à des jeunes rejetés. Alexandre. Jonglant entre art et militantisme. Peignit une fresque murale géante sur un mur de la Bastille, des silhouettes enlacées brisant des chaînes. Sous le slogan « L'amour uni ». Ne divise pas. Julien. Sa jambe désormais stable grâce à une prothèse innovante. Photographier ses âmes en renaissance. Ses expositions voyageant jusqu'à Londres. Leur couple. Testé par les ans. Fleurissait en une complicité profonde. Les matins commençaient par des cafés partagés sur le balcon. Discussion sur les rêves, adopter un enfant. Peut-être. Ou écrire un manifeste pour les droits. Imagine un petit qui grandit sans peur, disait Julien. Caressant le dos d'Alexandre. Avec nous. Il saurait qu'il est parfait tel quel. Ses visions les portaient. Même quand les nuits étaient hantées par des cauchemars, l'abandon pour Alexandre. L'agression pour Julien. Sa mère, transformée par les années, devint une alliée fervente. À 60 ans passés, elle présida un comité local pour l'égalité, témoignant anonymement dans des écoles sur les erreurs des générations passées. Un Noël. Elle organisa un dîner élargi, invitant des cousins réticents. Les tensions initiales fondirent sous les rires et les plats normands, matelote d'anguille. Bûche au marron. Un cousin. Un jeune architecte gai du Havre. Confia à Alexandre, ta mère m'a écrit. Elle veut réparer. Ce fut un baume. Un cercle qui se refermait doucement. Pourtant, une crise surgit de l'intérieur. Julien, épuisé par les voyages et les ateliers, confessa un soir, je doute parfois. Alex. Et si notre amour était trop lourd pour le monde? Alexandre. Le cœur serré. Répondit par un baiser, il est léger comme l'air. Parce qu'il est vrai. Et on le porte ensemble. Ils consultèrent un thérapeute. Un sage berbère installé à Paris. Qui les guida vers une communication plus profonde. Les séances devinrent des rituels, renforçant leurs liens comme un pont d'acier. Au printemps. Une opportunité fulgurante, le gouvernement, sous pression internationale, annonça une réforme timidement progressiste au partenariat civil pour tous. Alexandre et Julien, déjà unis symboliquement, choisirent de le formaliser lors d'une cérémonie nationale retransmise. Pour montrer la voie, dit Alexandre à la presse. La salle des fêtes de l'Élysée, ornée de tricolores et d'arc-en-ciel discrets, vibra d'émotion. Le président, mal à l'aise mais déterminé, signa le pacte en reconnaissance de votre courage. Sa mère, au premier rang, applaudit le plus fort, ses yeux brillants. La nouvelle fit le tour du monde, inspirant des titres, de l'abandon au triomphe, l'histoire d'un amour français. Des invitations affluèrent, conférence à New York, où Alexandre parla à l'ONU sur les droits des enfants queer, Julien exposa ses photos au MoMA, capturant l'essence de leur lutte. À leur retour, ils adoptèrent leur premier enfant symbolique, un jeune de 16 ans. Lucas, fuyant un foyer homophobe de Lille. Lucas, aux cheveux roux et au tempérament fougueux, devint leur fils de cœur, apprenant la peinture auprès d'Alexandre et la mécanique avec Julien. La vie familiale s'épanouit en Provence lors des étés. La maisonnette, agrandie, résonnait de rire, barbecue sous les oliviers, randonnée dans les gorges du Verdon. Sœur Marie-Thérèse, affaiblie mais espiègle, contait des légendes aux étoiles.
Un soir, Lucas confia, sans vous, je serais perdu. Vous êtes ma famille. Alexandre, ému, répondit, et toi? Notre miracle. Mais l'ombre du passé ne disparaissait pas entièrement. Lors d'une visite à Deauville, où le tournage du film avait eu lieu, Alexandre revécut le pensionnat en esprit. Il y mena un atelier pour les élèves actuels, brisant le silence sur l'histoire queer. Un garçon de 12 ans, aux yeux verts comme les siens, murmura « Merci. J'ai peur. Mais maintenant, moins. » Ce moment scella son legs, transformait la douleur en lumière. À l'approche de leurs 30 ans, Alexandre et Julien planifièrent un voyage en Normandie. Boucle bouclée. Sur les falaises de Saint-Éloi, face à la mer déchaînée, ils renouvelèrent leurs vœux. Un anneau supplémentaire symbolisant l'éternité. Des années plus tard. Nous sommes entiers, dit Julien. Alexandre, le vent dans les cheveux, ajouta, et nous invitons le monde à notre table. L'aube de la quarantaine trouva Alexandre et Julien ancrés dans une plénitude conquise de haute lutte. Leur maison provençale, désormais un havre pour l'association, accueillait des retraites annuelles, jeunes militants formés à l'art et à la résilience. Sous le soleil impitoyable qui forgeait les caractères. Lucas, adulte rayonnant, étudiait les beaux-arts à Aix-en-Provence. Ses toiles influencées par celles d'Alexandre, des explosions de couleurs célébrant l'identité fluide. Tu m'as appris à voir la beauté dans la brisure, lui dit-il un jour, lors d'une expo commune. Julien, son boitement devenu une signature élégante, avait publié un recueil de photographies, Visages d'arc-en-ciel. Portraits intimes de survivants queer à travers l'Europe. Le livre, préfacé par la mère d'Alexandre, désormais une auteure reconnue pour ses mémoires sur le pardon, devint un best-seller discret. Traduit en 10 langues. C'est notre héritage, confia Julien à Alexandre, lors d'une signature à Avignon. Pas la gloire, mais l'impact. Sa mère, à 70 ans, vivait une seconde vie. Remariée à un veuf tolérant de Neuilly, elle voyageait avec lui en Bretagne, renouant avec ses racines. Ses visites en Provence étaient des fêtes, elle cuisinait des crêpes bretonnes. Racontait des anecdotes sur le père d'Alexandre, un homme hanté par ses propres secrets, révélés par des lettres posthumes. Il t'aimait, fiston. À sa manière tordue. Ces révélations apaisèrent les ultimes ombres, transformant le deuil en compréhension. La société française, ébranlée par les vagues de changement, légalisa enfin le mariage pour tous en 2013, un triomphe que Alexandre et Julien célébrèrent en tête de cortège. Banderole arc-en-ciel en main. Des milliers défilèrent derrière eux, chantant tous au cœur. Tous égaux. À la mairie du Marais, ils assistèrent à des unions naissantes. Larmes aux yeux. On a ouvert la porte, murmura Julien. Maintenant, ils la franchissent. Pourtant, les défis persistaient. Une recrudescence d'homophobie rurale mena à une affaire tragique, un adolescent de campagne, inspiré par leurs ateliers, se suicida après un rejet familial. Alexandre, dévasté, canalisa sa peine en une campagne nationale, écoutée avant qu'il ne soit trop tard. Les spots télé, avec des témoignages comme le sien, touchèrent des millions. Julien captura les visages des endeuillés, transformant le deuil en appel urgent. Dans l'intimité, leur amour restait une flamme vive. Les anniversaires étaient des rituels, dîners aux chandelles,
Voyage surprise d'un été à Santorin. Où les falaises blanches évoquaient la Normandie sans la douleur. 40 ans. Et je t'aime plus fort, avoua Alexandre un matin. Nu sous les draps. Julien rit, 50. Et je te désirerai toujours. Lucas. En couple avec un musicien toulousain. Leur annonça une adoption, un petit garçon de 5 ans. Orphelin d'un drame familial. Comme toi. Papa Alex, dit-il. La nouvelle inonda la maison de joie, berceau sculpté par Julien. Fresque murale par Alexandre. Le baptême symbolique. Sous les oliviers. Réunit la famille élargie aux sœurs Marie-Thérèse. Désormais grand-mère spirituelle, Louis. Parrain fier, la mère d'Alexandre. Arrière-grand-mère émue. Le cercle est complet, déclara-t-elle. Serrant le petit dans ses bras. Des années plus tard. Lors d'un gala à Paris honorant les pionniers LGBT. Alexandre prononça un discours final, abandonné à 10 ans pour être qui je suis. J'ai invité ceux qui m'ont blessé à mon mariage. Pas pour haïr. Mais pour guérir. Aujourd'hui. Je vous invite tous, à la table de l'humanité. Il y a place pour tous. Les ovations fusèrent. Julien à ses côtés. Lucas et le petit applaudissant. Le crépuscule de leur vie s'annonçait serein. Tissé de souvenirs et de legs. Alexandre peignait moins. Mais plus profondément, Julien photographiait les aubes provençales. Et dans leurs yeux. L'amour brillait. Indomptable. Rappelant que des ruines naissent les plus belles roses.